Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Aujourd'hui dans Chemin de vie, une émission un peu exceptionnelle puisque je reçois un couple qui a vécu ce que l'on peut appeler une véritable histoire d'amour, un conte de fées. André et Florinda, bonjour, vous allez nous expliquer ça dans quelques instants avec Marie-Astrid. Marie-Astrid, bonjour. En janvier 2006, vous receviez une drôle de carte de vœux puisqu'elle était signée Dominique de Villepin. Et si le Premier ministre en personne a pris soin de vous écrire, c'est pour vous féliciter, car vous êtes à l'initiative de ce que l'on peut nommer une véritable success story à la française. Vous vous souvenez de cette carte de vœux de Dominique de Villepin? Oui, on peut difficilement oublier ce genre de courrier, surtout qu'il est arrivé le 31 décembre. Ouais. Juste quand il faut. Et ça, ouais. Vous êtes fier de ce courrier? Enfin, on verra après pourquoi vous l'avez reçu. Mais non, ça m'a fait très plaisir, autant que je ne m'y attendais absolument pas. Donc le plaisir était d'autant plus grand. Et c'est vrai que bon, c'est pas le genre de courrier qu'on est habitué à recevoir. On trouve généralement dans sa boîte aux lettres. Donc, ouais, alors si vous avez reçu ce courrier, c'est que vous êtes chef d'une entreprise florissante. Vous êtes aujourd'hui courtisé par les banques et les investisseurs. Mais qui peut imaginer qu'il y a quelques années, vous étiez au plus bas, tous les deux, l'un et l'autre, vous étiez SDF, sans ressources, sans domicile, vous touchiez le fond. Quelques années, vous avez tout remonté, puisque vous avez créé cette entreprise de maintenance informatique. Dans cette émission, il ne sera pas question des recettes du succès, d'économie, mais plutôt de comprendre ce qui vous a sauvé, le courage que vous avez eu pour remonter la pente, et puis surtout, de comprendre comment c'est grâce à l'amour que vous avez pour l'un et l'autre, et grâce à la foi aussi que vous avez trouvé ce courage. Donc on va revenir sur les grandes étapes de votre vie avec Marie-Astrid. Oui, vous l'avez dit Frédéric, que ce que vous avez vécu ressemble à un conte de fées. Comme dans tous les contes de fées, il y a de la féerie, il y a les difficultés, et puis il y a la morale de l'histoire. Côté féerie, c'est assez classique. Vous vous êtes rencontrés il y a 20 ans au Portugal. Le coup de foudre, vous rentrez en France tout de suite, vous vous installez à Biarritz. Et pourtant, il y a peu de personnes qui parient sur votre couple. Très peu. Très peu, d'autant qu'on ne parlait pas la même langue, déjà. Donc on a commencé à échanger en anglais avec notre anglais, qui est loin d'être parfait, mais enfin on a réussi à se comprendre très rapidement. Et on s'est connus un jour, et le lendemain on est rentrés ensemble en France. Et vous saviez, excusez-moi Marie-Astrid, vous savez dès ce moment-là, vous vous êtes connus pendant une fête je crois, vous savez dès ce moment-là que vous allez passer la vie ensemble, ou finalement vous dites on va faire un bout de chemin comme ça? Non. Mais c'était comme si nos routes devaient se croiser, quoi. On savait quelque chose, mais on ne comprenait pas quoi. Maintenant, on le sait. Mais c'est avec le temps, voilà. C'est avec le temps qu'on voit ces choses-là, quoi. Mais il y a des pressentiments. Je dirais même que j'ai eu l'impression qu'on se retrouvait. Que vous connaissiez déjà, presque. Ouais. C'était fort. Alors à l'époque, la vie est belle. Vous avez, vous, un poste de commercial dans un réseau de télévision par satellite, un bon salaire, beaucoup d'amis, il y a les voyages, il y a les sorties, ce jusqu'en 1996, puisqu'en 96, vous êtes licencié, vous André, et paradoxalement, vous n'avez pas tout de suite conscience en fait de ce qui vous attend, puisque vous dites vous-même, j'ai eu le sentiment qu'on me rendait ma liberté. Vous êtes quand même assez confiant, vous êtes sûr de vous, de votre valeur. Je l'ai été beaucoup trop à ce moment-là. Parce que j'étais vraiment sûr de moi, je savais ce que je valais, comme on dit, mais bon, je me suis dit, je vais profiter de cette situation pour prendre quelques vacances méritées après quelques années de bons et loyaux service. Et bon, les mois passent très vite, on s'en rend pas compte. Et ce qu'on arrive à commencer à se rendre compte, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, mais on ne va pas trouver forcément le poste qu'on était sûr de trouver immédiatement. Et le temps passe, les portes se referment de plus en plus. Et c'est là où après, il est trop tard, quoi, la chute. Mais André, on va peut-être revenir après sur cette chute, cette lente descente aux enfers, mais pour bien comprendre le couple que vous étiez finalement avant, vous profitiez de la vie au maximum, enfin vous aviez de l'argent, un travail, un appartement, c'était à Biarritz, donc une ville plutôt sympa. Ouais, et c'est ça, votre état d'esprit, c'était profiter au maximum. C'est-à-dire on était sans souci, disons, on vivait un petit peu au jour le jour. Bon, on avait de l'argent, c'était pour s'en servir. Et on a profité, oui, effectivement. Bon, on avait notre petit appartement coquet à 100 mètres de la plage, et puis voilà, donc on s'est laissé bercer. En tout cas. Il y avait à ce moment-là déjà l'idée
Vous aviez la foi à ce moment-là? Vous étiez des chrétiens ou finalement c'était quelque chose que vous aviez mis de côté parce que il fallait profiter de la vie? Moi, j'ai toujours eu. Ça, Parce que Florinda, on l'a pas dit, mais vous êtes portugaise, enfin, Ouais. on le redit. Mais moi, j'ai toujours eu la foi, je l'ai toujours. Ça, c'est même, avec le temps, c'est encore plus fort. Mais ça, je pense que la foi, c'est une question de confiance. C'est à chacun, après, de ce qu'il a à donner, ce qu'il a à recevoir, comment il le conçoit. Bon, c'est quelque chose qui est propre à soi. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu as plus de foi que moi, ou j'ai moins de toi que toi. Bon, on ne peut pas dire ces choses-là, puisque c'est le vécu de chacun, et surtout la confiance qu'on a à nous, dans la vie. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu antinomique, c'est vrai, quand on a la foi, enfin, je ne suis pas là du tout pour donner des leçons, hein, loin de moi, mais avoir la foi et puis profiter de la vie comme ça, est-ce que c'est pas quelque chose qui est un peu antinomique? Comment vous arriviez à rendre ça compatible? Mais vous savez, on était un petit peu comme le peuple juif en bas du mont Sinaï, si vous voulez, pendant que Moïse était... voilà, on s'est laissé doucement bercer par... on était sans souci, on n'avait pas de... Mais ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on ne peut pas y tomber dedans, hein, c'est tout. Mais généralement, la foi, on la retrouve rapidement. Ouais. Si tant est qu'on est perdu dans certaines situations, croyez-moi. D'accord, on va revenir avec Marie-Astrid. Oui, donc jusqu'au jour où vous réalisez que vous avez une quarantaine d'années, que personne finalement vous attend sur le marché du travail. C'est aussi vraiment là que la galère commence parce que vous, Florinda, vous perdez votre emploi, les amis s'éloignent, vos quelques économies fondent comme neige au soleil, et vous dites même le malheur fait peur, c'est comme une maladie contagieuse. Bien sûr. Bien sûr. Oui, à l'heure actuelle, les SDF, c'est un sujet d'actualité. Vous voyez très peu de gens qui vont se baisser pour serrer la main à un SDF. Il y en a beaucoup plus qui passent le plus éloigné possible, hein, parce qu'on dirait que c'est contagieux. Et c'est vrai que autant le bonheur peut être contagieux, autant le malheur peut l'être aussi. La preuve, si moi vous en rendez pas compte, on vous le démontre. Parce que vous, concrètement, vous l'avez senti comment? Les amis qui n'appelaient plus, qui ne passaient plus vous voir? Ah, mais c'est... les amis, les faux, les vrais restent. Bon. Mais bon, du jour au lendemain, voilà, c'est terminé. Vous êtes un paria. Déjà, le fait d'être licencié peut être même dans la société. Bon, ça a été terminé. J'ai plus de contact pendant très longtemps avec les personnes avec qui j'ai travaillé pendant des années. Ouais. Vous leur en voulez maintenant, aujourd'hui? Encore... Non. Non, parce que maintenant, je les revois. Ça y est, on a une autre douleur, ça fait mal, et puis on ne comprend pas pourquoi, mais c'est bon, maintenant, c'est passé, quoi. Ce qu'il faut voir surtout, c'est que c'est quand même pas leur faute. C'est moi, la mienne, c'est surtout la mienne d'avoir pris mon temps en étant sûr de mon coup, sans me poser trop de questions, alors que c'était une étape ou une période de la vie où justement j'aurais dû m'en poser beaucoup plus et être beaucoup plus réactif quant à la recherche d'un emploi et ainsi de suite. Bon, voilà, enfin, je sais que c'est pas rare, parce que bon, ça c'est déjà vu, et c'est un piège dans lequel on peut tomber très facilement. Ouais. Un piège dans lequel tous les repères, tout ce qu'on avait construit vacille et disparaît complètement. Ouais. Alors à l'époque, la seule solution qui vous semble la bonne, c'est prendre le large, c'est quitter Biarritz. Vous vendez tout ce que vous avez et vous achetez avec cet argent un camping-car. Vous partez sur les routes pour devenir... Camping-car, le mot est peut-être un peu surfait, mais... Alors oui, voilà. En effet. Oui. Et en fait, vous partez sur les routes pour devenir ouvrier agricole, indépendant et itinérant. Donc c'est les vignes, les Asperges, la Gironde, le Languedoc. Vous allez un petit peu en fait au gré des vents et des besoins. Parce que là, ce qui vous importe, c'est vraiment survivre, parce que c'est le mot. C'est-à-dire là, il faut tout simplement manger, voilà. Là, on ne se pose plus de questions. Bon, il n'y a plus de loyer à payer, il n'y a plus... Bon, déjà, ça, c'est une chose. Et le terme d'ouvrier agricole indépendant itinérant, c'est un terme qu'on a volontairement choisi pour représenter au mieux l'activité. Bon, ceci dit, étant donné qu'on n'arrivait pas à trouver de poste fixe d'emploi, pourquoi? Parce que bon, il faut un logement déjà. Voilà. Ensuite, pour faire des recherches, bon, je sais que je suis arrivé jusqu'à... Bon, c'est encore un sujet d'actualité, mais il m'est arrivé d'envoyer 350 CV pour avoir de retour. Ouais, et sur les 350 CV, il faut savoir qu'il y a un timbre
sur chaque enveloppe, et le coût d'un timbre est faramineux quand on est dans cette situation. Voilà, tout simplement. Donc le meilleur moyen, selon moi, c'était d'avoir le toit, un toit mobile. Et ce qu'on faisait, on s'arrêtait aux cabines téléphoniques, on appelait les NPE locales, qui ont remarquablement fait leur travail, je tiens à le préciser, puisqu'ils nous trouvaient systématiquement 2 jours d'activité sur une exploitation, 1 semaine par-ci, 2 semaines par-là, 3 jours par-ci. D'autres exploitations ont été payées à la tâche. Peut-être pour revenir plus sur ce que vous avez ressenti, dans quel état d'esprit vous étiez? Parce que vous avez tout abandonné, lâché un appartement, enfin même si j'imagine que vous ne pouviez plus payer le loyer, mais vous deviez être crispé, enfin j'imagine que vous avez dû avoir des douleurs abdominales qui devaient être terribles, quoi, près de la dépression, etc. Ah, bah, ouais. Oui, il y a un moment... C'était dur, c'était inimaginable, on ne pensait pas y tomber si bas, c'est le cas de le dire, mais on était tous les deux. Ouais, la chance qu'on a eue, c'est que... Et que je vous ai parlé de la foi, la confiance, et la confiance c'est l'amour, et puis voilà, on s'est remonté, on s'est poussé l'un derrière l'autre. Parce que... La chance qu'on a eue, c'est de ne pas être complètement en bas en même temps. En même temps, voilà. voilà. Il y en a toujours un qui allait mieux que l'autre, et qui donnait un... Alors, c'était pas forcément le même, hein, ça variait, mais bon, qui donnait un petit peu, qui traçait la voie pour l'autre, et voilà, et on a réussi comme ça un petit peu à avancer comme tel des alpinistes, on va dire. Ouais, parce que là, enfin, c'est quoi? C'est 5-7 mètres carrés le camping-car? Enfin, vous pouvez imaginer cette promiscuité, ça doit être aussi insupportable d'avoir toujours l'autre sur le dos. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas ça, peut-être presque de lui en vouloir parce qu'il faut le traîner? Non, il n'y a pas un peu ça qui ressort? Moi, j'ai jamais ressenti ça. Non. Non. Quand on lit votre parcours, justement, dans le livre que vous avez, dans lequel vous êtes, dans lequel vous donnez votre témoignage, on a quand même le sentiment, vous, Florinda, que vous avez plus gardé confiance que vous, André. Je suis peut-être plus forte que lui. Hein. C'est vrai, parce que bon, moi je cherchais après désespérément à ressortir de ce gouffre. Et bon, ça venait. En plus, de toute façon, il était bien évident que ça ne pouvait pas durer ad vitam aeternam, cette situation. Bon, il suffit qu'on ait une panne, panne de camping-car, c'est pas appelé comme ça. Mais lui, il souffrait pour moi, en fait. Une catastrophe. Ouais. Il souffrait pour moi. En fait, il souffrait pour lui et pour moi. Mais ça fait 2 personnes. Moi, je me disais, je savais qu'on allait un jour, pas arriver à ce qu'on est arrivé, mais qu'on allait remonter quelque part, je ne sais pas où, mais ici ou ailleurs, mais qu'on allait faire quelque chose. On n'allait pas finir notre vie dans un camping-car. C'était un passage, mais qu'il fallait qu'on le fasse quand même, ce passage-là. Et tandis que lui, il souffrait. Il souffrait pour lui, il souffrait pour moi, il souffrait encore plus pour moi que pour lui. Et c'était un peu différent quand même. On voyait pas... Ça endurcit et ça rend plus fort quand même à la sortie. Il y a la fatigue physique aussi. Enfin, c'est un travail agricole, c'est très dur. Moi, j'ai perdu 23 kilos en 7 mois, déjà. Moi, je pouvais les perdre, remarquez. Moi, je ne vous dis pas. Hein. Moi, quand je suis tombée, un jour, j'avais attrapé froid. Et donc je toussais et le médecin me dit mais il faut que vous preniez du poids puisque votre corps il ne peut plus, il n'y avait plus rien, j'étais à 52 kilos, c'était vraiment, je voyais les os partout. Parce que vous aviez quoi concrètement enfin vous aviez quel budget par mois en gros? Vous avez toujours refusé le RMI? Vous savez, oui, oui parce que bon, par conviction, voilà. Maintenant, je ne dis pas que si la situation était différente, on n'aurait pas accepté, mais bon, on a essayé d'éviter. Mais au niveau du revenu, vous savez, on appelle ce qu'on appelle, une fois la taille faite dans les vignes, il faut sortir les bois de vignes. Là, on était payé 2 centimes de francs par pied. Voilà, imaginez un petit peu les journées qu'il faut faire pour arriver à gagner 200 francs ou 300 francs. Mais d'un autre côté, on avait très peu de charges fixes. Bon, donc l'un dans l'autre, on s'en sortait pas si mal. Voilà. Et quand vous tailliez les vignes, alors qu'est-ce que vous aviez en tête à ce moment-là? Vous aviez en tête l'avenir? L'idée c'était de se sortir de là, mais en même temps l'impossibilité déjà physique, parce que physiquement vous étiez trop faible pour vous en sortir, et vous dire que c'était l'impasse complète là, où vous disiez à ce moment-là, il y a peut-être une lumière qui va...
on peut revenir à la question de Dieu. Il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes, on ne peut pas dire, des périodes où on est quand même euphorique parce qu'on a confiance. On se dit, bon, mais oui, de toute façon, ça va aller, c'est question de morale. Et, parfois, on n'a pas le moral du tout. Et on peut essayer de prendre les choses de quelques bouts, qu'on le veuille, on arrive toujours au même point. Et on n'a pas forcément, au début, ça a été dur, parce que quand vous sortez, vous avez travaillé en costume cravate pendant des années, vous vous retrouvez dans la boue, parce qu'il faut savoir que le travail de la terre, c'est, et là, je tire le chapeau aux agriculteurs, c'est vraiment un métier extrêmement pénible. Et bon, enfin, il faut y avoir goûté pour s'en rendre compte. Je n'aurais jamais imaginé que c'était comme ça. Et bon, c'est vrai que c'est tellement prenant physiquement que bon, souvent on ne pensait même plus. Vous êtes là, ces automatismes, bon, vous faites un travail. Est-ce qu'il n'y a pas, enfin, je reviens un petit peu en arrière, mais est-ce qu'il n'y a pas une fuite dans le fait de partir comme ça en camion ? Plutôt que de rester à Biarritz, d'accepter des petits boulots à Biarritz pour se dire l'ancrage c'est là, non, on prend la fuite, on disparaît complètement et on n'existe plus finalement aux yeux du monde. Est-ce qu'il n'y a pas ça ? Parce qu'il faut faire un break. Vous savez, premièrement, deuxièmement, on aime bien tous montrer à nos proches quand ça va, on n'aime pas trop leur montrer quand ça va pas du tout. Et puis nous, on avait vraiment besoin d'un énorme ballon d'oxygène, de toute façon. Voilà. Moi, je Ce dis tout camion, le temps, ça vous a sauvé aussi. Bien sûr, bien sûr, ça nous a complètement sauvés. C'était, on était libre quand même quelque part. Bon, je vais pas dire que c'est la liberté qu'un grand L, mais bon, il a fallu faire avec, mais c'était notre solution. De toute façon, on avait eu le travail, on se déplaçait, on s'est installé, on était sur place, on faisait notre travail, et puis quand c'était terminé, on partait, on allait ailleurs. Donc. Et la question de Dieu, vous l'abordez un petit peu, c'est ce livre dont parlait Marie-Astrid, Rebondir aux éditions CLD, qui trace un petit peu le parcours d'une dizaine de parcours un petit peu comme le vôtre, des chefs d'entreprise qui ont créé une entreprise alors qu'on ne l'attendait pas. Vous dites qu'au volant de votre camping-car, vous voyez comme ça les calvaires et que c'est là que la question de Dieu se pose pour vous, sur la route comme ça, ou les églises devant lesquelles vous passez. Parce que c'est toujours quand ça va mal ou très mal qu'on est beaucoup plus enclin à se rapprocher comment dire, quand tout va bien. On parlait de païen tout à l'heure, tout va bien, bon, mais pas trop de soucis, on est un petit peu tous comme ça quand même. Bon, enfin, on est très nombreux dans ces cas-là. C'est vrai que quand la situation va très mal, bon, il y a un certain rapprochement, bien sûr. Et alors là, concrètement, c'est quoi ? C'est la prière ou c'est juste une idée qui passe comme ça, comme une lueur d'espoir ? Il y a comme des flashs, moi j'ai remarqué régulièrement. Alors, bon, après, c'est, vous savez, tout état, comment dire, tout. Il faut tenir compte aussi des conditions psychologiques dans lesquelles on se trouvait. Mais bon, moi, c'est vrai que j'ai eu comme des flashs qui me donnaient courage, qui me disaient d'aller de l'avant, de ne pas lâcher. C'est ce qui me mettait justement dans des périodes avec un moral beaucoup plus correct que précédemment. Vous avez dit, Florinda, dans les périodes où tout va bien, on est ingrat justement vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas quand même un peu ingrat de temps en temps dans les moments difficiles ? Vous avez jamais eu un moment de révolte où vous vous disiez, mais pourquoi cette épreuve ? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Il ne faut pas y croire que parce qu'on a la foi ou parce que ce n'est pas parce qu'on aime Dieu qu'on ne peut pas dire, bon, c'est ingrat quand même que j'ai... pourquoi moi ? Mais si c'est moi, c'est parce que j'ai peut-être la force pour passer ce cap-là. Et d'autres personnes passent d'autres moments très difficiles aussi, qu'on ne se rend pas compte. Mais on pense qu'à soi, on est ingrat et égoïste, quoi. Hein, et une fois qu'on est sorti de là, on se dit finalement, je pouvais le faire. On n'est pas bien quand même. Ah oui, ça rend fort. Ouais. La réussite comme ça vous a, enfin, l'échec et la réussite. Voilà. Moi, j'ai pas eu trop ce sentiment de révolte, tenant compte que la situation dans laquelle on était, c'était moi qui nous y avais mis initialement. Alors, mais bon, ça, on ne va pas le savoir à ces moments-là. Ouais, c'est vrai. On a du mal à accepter. C'est une fois qu'on a accepté notre échec qu'on peut en sortir, on peut s'en sortir. Mais au départ, on a beaucoup de mal à l'accepter.
nos échecs. Tout le monde, on est tous pareils. Vous êtes toujours aimé durant cette période. On n'a jamais eu de faille depuis le début, d'ailleurs, où Florinda a beaucoup de patience. Voilà. Ça a renforcé votre amour aussi, ça Oui, ça, indéniablement. Oui. Parce que, bon, se retrouver dans cette situation, on va sortir indemne, voire mieux qu'auparavant. C'est sûr que ça lie quand même encore plus. C'est que Dieu nous aime quand même. Marie Astrid, on va peut-être conclure sur la fin de cette Oui, parce que donc, histoire. cette vie un peu au jour le jour va durer 2 ans. 2 ans pendant lesquels, en fait, il y a un rêve qui ne vous quitte pas, c'est celui de créer votre entreprise. Et ce rêve va se concrétiser grâce à Internet. En 98, c'est un peu le boom d'Internet, les particuliers s'équipent et ces gens-là rencontrent toutes les difficultés d'un novice face à un ordinateur. Et vous vous dites, j'ai quelque chose à faire, je peux monter une entreprise qui consistera à aider les particuliers et les entreprises à s'équiper, à comprendre comment ça marche. Et donc vous vous réinstallez toujours à Biarritz, dans un studio, et une association vous prête 4 000 €. Et là, c'est l'opération de la dernière chance. Voilà. Alors là, nous, on avait pu économiser l'équivalent de 500 € pour lancer l'entreprise. Je suis allé voir les banques pour ouvrir un compte professionnel, tout simplement. J'ai fait 7 banques pour arriver à ouvrir un compte professionnel sans demander d'argent, mais je voulais juste ouvrir un compte. Bon. Mais chômeur et l'informatique sont 2 critères qui étaient à l'époque pour le moins mal acceptés. Et c'est là que j'ai rencontré par hasard l'ADI, donc qui a... Une association qui aide les entreprises. Voilà, l'ADI qui fait du microcrédit, donc qui est présidée par Maria Novak, et notamment, c'est un sujet aussi d'actualité, puisque le prix Nobel de la paix, Mouaban Younous... Mais donc, voilà. je vais résumer très vite, parce que c'est pas trop le sujet de l'émission ici. Donc cette entreprise a vu le jour, et c'est devenu... Une véritable amarasserie, un véritable bien succès. florissant. Vous avez à peu près 8 millions de chiffre d'affaires, environ 60 franchisés en France, Oui. parce que vous en avez aussi au Benelux, au Portugal et en Espagne, et vous prévoyez, je crois, 110 agences ouvertes en 2007. Voilà, à terme sur la France, oui. Voilà. Alors c'est Benelux, Espagne et Colombie. Pardon, Benelux, Espagne et Colombie. Aujourd'hui, la morale de votre histoire, puisqu'on parlait de contes de fées au début, quelle est-elle? Moi, je dirais rien ne sert de courir, il faut partir au bon moment. Et le bon moment pour chacun, il peut arriver n'importe quand. Alors bon, ça peut arriver quand on a 18 ans, quand on a 25, ça peut arriver quand on a 40 aussi. Sauf quand on a 40, on est beaucoup plus, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas beaucoup droit à l'erreur. Et voilà, donc si je puis... Mais qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement là, de cette descente aux enfers on sait jusqu'où on peut descendre. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on sait jusqu'où on peut aller et on n'a plus du tout envie d'y revenir. Voilà. Donc c'est ce qui nous pousse, notamment, parce qu'il n'y a pas que ça, on monte également une centrale d'achat pour les TPE, PME, PMI en France, qui est la première centrale d'achat justement pour TPE en France. Et on vient avec mon cousin de monter une association, un restaurant semi-gastronomique à côté de Biarritz. Ah oui. Voilà. D'accord. Ah oui, là c'est parti. Mais sur la question de la foi, vous dites que finalement c'est pas une question qui vous taraudait vraiment, enfin plus vous André, et qui est revenue durant ce passage à vide aujourd'hui, vous en êtes où? J'en suis que quand il m'arrive d'aller dans une église, pas à la messe, je vais à l'église, passer 10 minutes. Voilà. Plus dans l'espèce d'exutoire, je me sens mieux en ressortant. Voilà. Maintenant, comment expliquer pourquoi je suis incapable de vous le dire. J'y vais pas tous les 4 matins, j'y vais régulièrement. Et bon, c'est un plus. Moi, je me sens mieux. Alors maintenant, ensuite, comment, pourquoi, j'aurais dû vous n'êtes pas devenu vulgairement un fou de Dieu qui cherche à... Non. Il y en a assez. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez encore la peur au ventre? Est-ce que vous dites ça peut recommencer, on peut retomber? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui nous fait avancer. C'est pour ça qu'on diversifie l'activité. Oui.
Donc, non, là c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est le fait de savoir jusqu'où on peut tomber nous a fait comprendre que ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Bon, ça n'arrive pas quand même du jour au lendemain, mais enfin, une fois qu'on s'en rend compte, généralement, il est trop tard. C'est ce qu'on appelle être réaliste, c'est tout. Chose qu'on n'était pas à une certaine époque. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait ce côté profiter de la vie, vous l'avez toujours aujourd'hui, vous êtes toujours comme ça, épicurien, c'est un peu... Différemment. Différemment. On en profite, mais avec les bonnes personnes. Voilà. On ne roule plus en camping-car, par contre. Et vous avez pardonné à tous ceux qui vous ont lâché à l'époque? Oui, complètement. Oui, parce que bon, vous savez, j'aurais peut-être fait pareil, j'en sais rien. Oui, peut-être. On ne peut pas pointer le doigt vers l'autre, quand même. C'est vrai. Oui, ça, on a peur que ce soit contagieux, ce genre de situation, mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, André et Florinda, c'est la fin. Merci beaucoup. Merci Marie-Astrid. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous, au revoir et à bientôt.